Que peut faire un chef d'entreprise face aux décisions d'un Donald Trump? Que peut faire un dirigeant quand il y a une guerre en Ukraine, quand il y a un pays comme la Chine qui impose des tarifs spécifiques sur des produits qui sont clés pour son activité? Il y a des solutions, même si elles ne sont pas forcément directes. C'est ce qu'on appelle la guerre économique. Et un cabinet d'avocats, Bruzo-Dubuc, a décidé de créer justement un département pour accompagner au mieux ces entreprises clientes sur ces sujets-là. Et on va en parler avec Alexandre Clabot. Bonjour. Bonjour. Professeur à l'école de guerre économique. C'est l'une de vos spécialités, en fait, ces sujets-là. Déjà, très concrètement, si on remet le sujet à la base, quand on parle de guerre économique, on parle de quoi? Alors on parle de compétition mondiale poussée à son paroxysme. En fait, on va dépasser le cadre strict des rivalités économiques pour vraiment s'attarder sur des luttes de puissance entre États à travers des institutions et des entreprises afin d'accroître du pouvoir sur une économie globale, d'acquérir des ressources et de contrôler des parts de marché. Ça s'incarne à travers différents champs, que ce soit des champs effectivement économiques, financiers, mais également le champ informationnel, des champs sociétals, et puis le champ juridique. En somme, c'est une forme de conflictualité où, au lieu d'avoir des canons et des chars, on va être plus sur des enjeux économiques, informationnels et juridiques. Là, si on est dans l'actualité, ça s'est tombé il y a quelques jours. C'est l'Union européenne qui augmente donc les tarifs sur l'acier importé de Chine. Ça, c'est exactement un sujet de guerre économique puisque ça va impacter les entreprises chinoises qui exportent dans l'Union européenne et éventuellement les entreprises de l'Union européenne qui importent ces produits, cet acier. Et donc, ça veut dire quoi? C'est que les entreprises qui faisaient appel à ces prestataires chinois vont peut-être devoir aller chercher leurs prestataires dans un autre pays. Exactement. C'est-à-dire que pour les entreprises qui utilisaient ces ressources-là, ils vont avoir la nécessité, j'espère qu'ils l'ont fait, de penser d'anticiper, de penser la résilience de leur chaîne de valeur. Et justement, c'est là, je pense, vous venez quasiment d'y répondre, mais le département créé dans le cabinet d'avocats où vous êtes of counsel, l'idée principale, c'est quoi? C'est de la veille, c'est de connaître ces situations, de les anticiper avant qu'elles se produisent. De prévenir les clients en disant, voilà, là, très probablement, d'ici quelques mois, le prix de cette matière première venant de ce pays-là sera beaucoup plus cher parce qu'il y a un sujet politique. Alors, on va les accompagner à différentes hauteurs. Effectivement, l'information, ça fait partie des éléments clés, puisque pour définir une stratégie, il faut avant définir une situation. Le savoir est une arme. Bien sûr. Mais si vous voulez, il y a ce volet-là. Par contre, on va accompagner des dirigeants sur des enjeux de sécurité économique, comment ils vont protéger leurs actifs, comment faire en sorte que les informations qu'ils ont sur Internet... Ils puissent les utiliser. Bien sûr. Et également sur un volet beaucoup plus contentieux, en voyant comment, face à certaines manœuvres qui pourraient être faites à l'étranger, on peut s'allier pour réagir. L'objectif d'une telle technique, enfin j'ai envie de dire d'un tel département, c'est avant tout quoi? D'anticiper, contourner, éventuellement minimiser les impacts, parce qu'on ne peut pas faire changer, par exemple, un Donald Trump de politique, on ne peut pas faire changer le régime chinois d'approche dans ce type de dossier. Ça dépasse en fait le seuil de contrôle de l'entreprise. Bien sûr, après le fait que ça dépasse son seuil de contrôle ne l'empêche pas d'avoir une capacité pour passer de la réaction à l'anticipation. Et c'est surtout ce décalage-là, être à l'avant-garde des problématiques-là, qu'il est nécessaire d'aborder. Anticipation, ça veut dire qu'on pense au problème quand il n'existe pas encore, en fait. C'est ça qui est peut-être le plus dur. Oui, tout à fait. Et donc, par exemple, j'imagine, dans les tarifs douaniers de Donald Trump, par exemple, on sait que les entreprises productrices de champagne, donc dans la région du même nom, sont particulièrement impactées. Mais on peut imaginer que des entreprises qui auraient fait appel à votre cabinet, en fait, auraient anticipé ce type de changement combien de temps à l'avance? On a quel calendrier en amont pour permettre de prendre des décisions stratégiques? Alors, tout va dépendre finalement du pays émetteur de ce type de manœuvre. Et de leurs dirigeants, parce qu'il y a des dirigeants plus instables. Vous m'avez compris. Donc Donald Trump, c'est dans un cas comme le vôtre, dans votre département, c'est le cas d'école le plus compliqué? En tout cas, c'est pas le plus simple. C'est pas le plus simple, mais par exemple, je pense à la Chine, finalement, on peut dire, je me souviens de Danone qui avait eu des gros problèmes en 2010 avec un de ses partenaires locaux. Le marché chinois est probablement très dur à cause d'un gouvernement qui peut planifier, qui peut prendre des décisions, qui peut utiliser le droit à son avantage, mais c'est peut-être plus facile à prévoir et plus facile donc à gérer que ce qui se passe aux États-Unis depuis le début de l'année.
Alors, effectivement, ça peut être un peu plus simple. En tout cas, il faut bien comprendre qu'il y a certains secteurs d'activité aussi français qui sont particulièrement visés sur ce type de manœuvre, que ce soit le luxe, que ce soit les spiritueux. On l'a pu voir avec la Chine encore l'année dernière, où en raison d'un durcissement de la législation européenne sur les véhicules électriques, Il y avait une réponse tout de chinoise. suite sur des mesures anti-dumping sur les spiritueux et le cognac français. Puis on le voit aussi dans les accords autour du Mercosur, par exemple, où l'agriculture française est plutôt opposée, mais en fait, l'industrie automobile allemande pousse pour que l'accord se fasse. En fait, ça aussi, c'est de la guerre économique, finalement. On est dans Bien sûr. c'est des jeux de levier. Une dernière question avant de nous quitter, Alexandre Clabot. On ne peut pas connaître tous les pays, tous les systèmes juridiques, tous les soubresauts politiques de tous les pays. Donc j'imagine que quand vous êtes sur un dossier, qu'un client vous dit bah, « moi j'ai un problème en Amérique du Sud », vous allez chercher de la compétence extérieure sur les différents dossiers pour avoir des gens qui connaissent les zones en question. Oui, bien sûr. En fait, tout problème de guerre économique est un problème systémique. Et ça nécessite d'avoir une équipe qui puisse être pluridisciplinaire et d'avoir des compétences locales, en l'occurrence. Merci beaucoup, Alexandre Clabot. Donc, je le rappelle, le cabinet Bruzo-Dubuc qui dispose, a ouvert récemment un cabinet dédié à la guerre économique. Vous en faites partie en tant que Off Counsel. Peut-être qu'on sera amené à vous revoir sur ce plateau parce que c'est des sujets quand même qui reviennent régulièrement. On va parler d'un autre sujet qui est international, c'est la CSRD, c'est à l'échelle européenne. C'est un gros dossier qui fait peur à certains, qui est vu par d'autres comme une opportunité. On va décrypter tout ça, c'est un très très gros dossier. On va le décrypter avec 3 invités et Caroline de Senneville. C'est juste après le jingle.